il est pas millénaire, mais c'est que non, effectivement, ça s'est beaucoup atténué, mais notamment la période du XVIIIe siècle a été une période très très forte, parce que comme on vous l'a évoqué, les chirurgiens étaient reliés aux barbiers depuis très longtemps, parce que c'est ceux qui intervenaient sur le corps alors que les médecins étaient à distance. Et donc, pendant très longtemps, et ça a été tout le combat de nos pères, hein, la création de l'Académie de chirurgie est partie notamment de ça, de la reconnaissance des chirurgiens en tant que tels, qui a été obtenue seulement en 1752, donc de la séparation entre les barbiers et les chirurgiens. Et les médecins étaient très opposés, la faculté interdisait même que les chirurgiens enseignent leur art entre eux. Hein, donc ça a été un combat très dur. Aujourd'hui, c'est vrai que là, vous êtes dans l'Académie nationale de chirurgie. Il y a une Académie nationale de médecine qui, elle, est effectivement souvent plus connue, plus luxueuse, parce qu'elle a été créée sous Louis XVIII en 1821. Avec ils ont rassemblé les académies qui avaient été arrêtées à la Révolution en 1793 et l'Académie de médecine n'existait pas. Donc elle a été créée après la nôtre, puisque la nôtre c'était en 1731. Et ils ont donné beaucoup de moyens qui ont été gardés avec les années après, puisqu'il y a quand même eu une certaine continuité du pouvoir après le Louis XVIII. Et donc, il y a un statut de l'Académie de médecine qui est quand même plus puissant que nous. Mais l'Académie de chirurgie est plus ancienne. Voilà, on s'entend très bien, bien sûr. Hein, Juste un petit mot. Vous voyez bien que les révolutionnaires, les grands révolutionnaires, les dictatures n'aiment pas trop la science. Et ils se battent contre depuis tout le temps. Et donc la Révolution française a arrêté les académies. Et c'était voilà. Et on retrouve un peu le même processus en Chine et dans d'autres contrées. Et puis ces académies étaient celles qui ont été créées en amont, donc l'académie même française, et c'était des académies royales qui étaient vraiment reliées au pouvoir monarchique, donc ça a été une des cibles aussi. Philippe, tu Pour voulais... développer votre question, monsieur, il y a maintenant des médecins depuis une vingtaine d'années qui font des gestes chirurgicaux à minima qu'on appelle médecine interventionnelle, c'est-à-dire que en percutané, à travers les vaisseaux sanguins, à travers des conduits comme l'urtère, à travers le tube digestif, ils vont faire des gestes chirurgicaux à minima, entre guillemets, mais qui ont le gros avantage, un, d'être efficace autant qu'un geste chirurgical plus agressif, et deux, de simplifier beaucoup l'ensemble des suites et du rétablissement. Alors, ça me permet d'introduire, vous voyez, cette diapositive, puisqu'on a fait, l'Académie organise toutes les semaines des séances de formation dans tous les domaines de la chirurgie. Et de temps en temps, nous faisons régulièrement, tous les ans, des grandes manifestations sur des grandes thématiques. Vous verrez là, ici, il y a quelques exemples sur, par exemple, l'aide aux victimes des grandes catastrophes terroristes, etc., ou des guerres. Et là, on a fait, il y a, en 2024, il n'y a pas longtemps, au ministère de l'Enseignement supérieur, une grande conférence sur la chirurgie de demain, la chirurgie 4.0 digitale. Et donc, vous voyez ici ce dont parlait Philippe tout à l'heure. Oui, c'est ici, vous voyez dans l'image, ce casque de réalité virtuelle qui est là. Donc, le chirurgien ne regarde plus directement le corps du patient, regarde ses yeux, voit le virtuel. Et vous voyez ici, on a voulu représenter, derrière, il y a là, vous voyez le scanner du patient, on voit le cœur du patient, ici, l'image du cœur, mais lui, le chirurgien, grâce à la réalité virtuelle, etc., voit la structure anatomique sur laquelle il va travailler. Et là, c'est l'arbre des vaisseaux, artères et veines, du poumon, je pense que c'est dans le poumon exactement. Donc, c'est une virtualisation. Et donc, le chirurgien va opérer de manière étonnante, à la fois dans le réel, mais en même temps en se faisant guider par les données d'information virtuelle. Ah, mais si, si. Alors voilà. Là, il a lancé le grand débat. Oui. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA et de la robotique? Est-ce qu'ils vont opérer à notre place? Alors, si on pose cette question, il y a eu une grande question, une enquête dans les pays en voie de développement, dans beaucoup de pays, vraiment une grosse enquête. On demandait, vous préféreriez vous faire opérer par un robot ou par un chirurgien? Alors, si c'est au Burkina Faso, dans un endroit où les chirurgiens sont particulièrement peu éduqués, peu formés, la plupart des gens répondent on préférerait être opéré par un robot.
parce qu'ils imaginent que la technologie va résoudre le problème. Mais en fait, malheureusement, pour les pauvres Burkinabés, ça ne résoudra que très très peu leurs problèmes, parce que d'une part, la distribution de ces outils est extrêmement onéreuse. Pour y avoir accès, il faut avoir un certain niveau de développement. Et malheureusement, les conditions ne sont pas faites pour qu'ils puissent y accéder, bien qu'il y ait de gros efforts pour aller dans ce sens-là. Dans l'état actuel du développement de la technologie, euh, il ne faut pas compter sur le remplacement, mais par contre sur l'aide, l'amélioration, la simplification, etc. Mais il faut surtout ne pas oublier que tous les patients sont des gens, des hommes et des femmes, et que les chirurgiens sont des hommes et des femmes, et que le fond du problème, c'est la relation entre les deux. Et que si cette relation est foirée, quelles que soient les technologies, vous n'aurez pas un bon résultat. Il faut d'abord que la relation s'établisse dans de bonnes conditions Oui, et qu'ensuite, on fixe monsieur. du mieux possible une tactique et une stratégie. Mais je vous ai répondu ici dans la diapositive, avec l'intelligence artificielle, le monde chirurgical est entré dans l'ère des opérateurs augmentés. C'est-à-dire que c'est nous, les chirurgiens, qui sommes augmentés. La machine, elle seule, ne fera rien toute seule. Il y aura de plus en plus d'automatisation d'un certain nombre de systèmes. Par exemple, quand on tombait maintenant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on passe par une simple ponction d'une artère, on monte un tuyau à l'intérieur de l'artère, on va aller jusque dans le cœur. Et quand il y a une valve du cœur qui est malade, on va pouvoir, normalement, il fallait ouvrir le cœur, faire circulation extracorporelle, etc. Je suis chirurgien de cette discipline-là. Mais maintenant, il y a des possibilités pour remplacer par voie interne, endocardiaque, la valve cardiaque. On va larguer à l'endroit où nécessaire la nouvelle valve qui va fonctionner à la place de celle qui est malade. Et donc, c'est extraordinaire parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était impossible. Maintenant, c'est possible. Et ce travail peut être aidé par une robotisation, parce que la montée du système, le contrôle radiologique au moment où on fait, la précision dans laquelle il faut mettre le stent de la valve en question exactement au millimètre près là où il faut, sinon ça va fuir, etc. Donc c'est complexe. Eh bien, par l'intelligence artificielle, par l'analyse de l'imagerie, etc., on arrive à être plus précis. Et donc, ça aide le chirurgien. Voilà, et c'est une grande compagnie française, une start-up, qui est à l'origine de ce système qu'on appelle RoboCat One et qui existe, qui commence à être vendu dans le monde entier. Alors, je vais enchaîner par un peu moins de, mais plus L'histoire. simplement, ici aussi, c'est un lieu qui est assez récent parce que l'Académie de chirurgie est installée depuis 1993 seulement ici. On va aller voir des lieux plus historiques tout à l'heure. Il faut savoir que vous êtes tous assis à des places d'académiciens, hein, donc oui, c'est très spartiate, très sobre, contrairement à d'autres lieux d'académie. Et c'est un lieu dans lequel tous les académiciens, alors, c'est assez amusant parce que à sa création, il y avait 110 académiciens, chirurgiens, en 1731. Aujourd'hui, nous sommes à peu près sur les mêmes chiffres, autour de 140 chirurgiens titulaires. Et puis, il y a en tout environ 500, 550 chirurgiens associés ou même certaines personnes qui ne sont pas chirurgiens, mais par leur action, qui ont été élus à titre à titre libre, membres libres. Donc ça, nous nous réunissons tous les mercredis et plus beaucoup de congrès, de travaux, de publications, d'innovations qui sont portés par l'Académie et autour des 13 spécialités chirurgicales. Donc, vous êtes aussi entouré, hein, et c'est ce qui fait le charme du lieu, parce qu'il n'a rien d'exceptionnel d'un point de vue architectural ou même historique, mais vous avez toutes ces bibliothèques, ces livres qui sont ici présents, dont en plus j'ai la charge. Et nous avons une bibliothèque qui est pas honteuse, mais qui n'est pas exceptionnelle, avec 900 ouvrages anciens. Historiquement, il y avait une bibliothèque fabuleuse avant la Révolution française, mais tout ça a été malheureusement soit abîmé, soit sauvé pour quelques ouvrages, et qui sont plutôt à l'Académie de médecine, comme je vous le disais, qui a pris le lead après la Révolution. Et donc, je voulais quand même vous présenter. Ouais, alors je voulais vous présenter trois ouvrages qui, à mon sens, sont vraiment fondateurs et phares de tout ce savoir scientifique. Donc, le premier, d'ailleurs, je tiens à vous le dire et puis vous inciter à le consulter. On a un site internet, n'hésitez pas à y aller. On retransmet toutes les sessions, ouvertes à tous.
sur YouTube. Donc, c'est vraiment, elles sont très consultées au niveau mondial, mais c'est pour ceux, il y a des sujets tout à fait intéressants sur l'intelligence artificielle régulièrement, tout l'impact. Donc, n'hésitez pas à consulter et à animer ces supports-là qui sont passionnants. Bon, comme Vous ils avez une sont question? fragiles. Oui. Oui, mais attends, il y a une question. Bien, comment devient-on académicien? Et puis la deuxième, le blason, qu'est-ce que ça représente? Alors, donc, comment devient-on académicien? Donc, il faut être chirurgien ou il y a des membres libres qui sont élus. Alors, il faut avoir présenté à l'académie son travail, donc qui est reconnu, qui apporte à la médecine, à la chirurgie, aux soins. Donc, avoir été invité, avoir présenté son travail, et puis pouvoir présenter sa candidature avec deux parrains. Et on a une élection, un peu comme dans toutes les académies d'ailleurs, hein. Donc, il n'y a pas un nombre de postes limité, c'est vrai, contrairement à d'autres académies. Mais voilà, donc c'est quand même une reconnaissance par ses pairs d'un travail effectué, d'une qualité, et puis voilà, une volonté aussi de participer à la transmission, parce que l'académie, vous l'avez vu, c'est avant tout un outil d'échange, de partage, mais aussi de transmettre. Et je crois qu'on peut être très fier, parce que la chirurgie française, on vous l'a évoqué, ça remonte à Saint-Louis, hein, 1250. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays moderne, entre guillemets, en dehors de l'Antiquité, et qui est allé aussi loin dans l'organisation de cette spécialité-là. L'Académie de chirurgie nationale actuelle, elle est la première a été créée au monde, donc c'est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, cet ouvrage que vous présente le professeur Benamou, c'est un ouvrage qui est fondateur pour nous, parce que les membres de l'Académie et son président, donc François Gigot de la Péronique, vous pouvez voir sur la gravure qui est ici, juste en face, complètement à gauche sur le mur, qui a été vraiment l'homme qui a, de toute son âme et toute sa chair, a voulu créer l'Académie. C'était une très grande noblesse de Montpellier, très très riche. Il était prédestiné à une autre carrière, mais depuis l'âge de 10 ans, il voulait être chirurgien. Et donc, contre l'avis de sa famille, parce qu'à l'époque, c'était encore les barbiers et chirurgiens, donc c'était pas glorieux que d'être chirurgien, contrairement à ce que ça peut l'être encore aujourd'hui, mais c'était vraiment quelque chose, il voulait soigner avec ses mains. Et il a mis toute sa fortune, toute son énergie, il est devenu chirurgien du roi, de Louis XV, et il a porté la création de l'Académie. Le premier président était son prédécesseur, Georges Maréchal, mais vraiment le moteur, c'était cet homme-là qui a mandaté le secrétaire perpétuel de l'époque, qui est François Quesnay. Alors, pour ceux qui sont en haut, il y a sa gravure qui est là-haut, qui est juste derrière vous, vraiment en haut de l'escalier. Et ils ont écrit le premier journal scientifique médical, puisque c'était de la chirurgie, mais c'était d'ordre médical, au monde. En 1743, les mémoires de l'Académie royale de chirurgie, et cet ouvrage. Donc ça, c'est une édition originale qui, voilà. Je vais expliquer le blason. Le blason. Alors, le blason, c'est un blason qui date de la création de l'Académie, donc du XVIIIe siècle, qui est assez typique. Alors, vous avez des anges qui portent la devise initiale de la chirurgie, qui vient de Jean Pitard et de Saint-Louis, Concilioque Manuquet. voilà, qui est Concilium Manuquet, donc qui est par l'intermédiaire de la main. Donc, c'est vraiment par le soin de la main. Et la devise qui est tout à fait remarquable et qui a été Vérité créée, dans la voilà, science. vérité dans la science, moralité dans l'art. Et donc, ça, c'est vraiment l'élément dans la science, vérité, moralité dans l'art. Et Moralité donc, dans l'art. c'est très important parce que à l'époque, au XVIIIe, la médecine était une médecine finalement qui était plutôt reliée au dogme et aux croyances, un petit peu de plantes, basées sur la saignée la plupart du temps. Et c'est le médecin de Molière, c'est-à-dire que c'est vraiment ce médecin qui avait plutôt mauvaise presse, et était plutôt un empoisonneur ou un détourne, quelqu'un de pas forcément très recommandable pour certaines personnes. Alors que les chirurgiens, eux, ont eu l'intelligence et le pragmatisme d'aller dans la science. Donc, ils se sont appuyés sur la science et ils ont fait de leur devise la science. Les trois jarres qui sont représentés au cœur, donc on a coutume de dire que c'est l'observation, la dextérité et la science. Voilà, donc ils avaient mis des jarres, ça c'est bien rapporté, pour montrer qu'ils étaient aussi soignants comme les médecins.
C'est-à-dire que il y a eu des polémiques d'ailleurs sur ces jarres parce que les médecins disaient mais non, le chirurgien il est juste là pour couper et faire ce qu'on lui dit alors qu'il n'a pas à soigner parce qu'il parle pas latin, parce que etc. Et ça a été tout le combat que ces hommes ont porté pour faire reconnaître. Il y a aussi un détail qui est fantastique, c'est vous voyez il y a un visage avec une barbe qui représente probablement Dieu, puisque c'était quand même la représentation, mais il y avait toutes ces courants de pensée parfaitement reliés aux Lumières qui étaient de l'ordre naturel. C'est-à-dire qu'un respect de l'ordre naturel, du corps, de la loi physique. Et ils avaient mis ce blason, justement, qui regroupait finalement tout ce qui compose nos sociétés modernes, hein. On a presque l'écologie avec l'ordre naturel, on a les soins, la vérité, la science. Et l'éthique médicale, puisque la moralité dans l'art, c'est l'éthique en fait. Et c'est Tout à fait. un des piliers, peut-être Philippe Marc est un de nos parrains dans le domaine en particulier de l'importance de l'éthique à l'Académie de chirurgie. Ouais, il pourrait peut-être en dire un mot. Je pense Ouais. que c'est véritablement C'est vrai que c'est très important. Après, c'est un des cœurs de nos sinon, je finis problèmes. les ouvrages parce que c'est vrai que comme le temps tourne un petit peu si on veut pouvoir faire la visite. Et donc, je vous ai dit cet ouvrage qui est vraiment fondateur parce que vous le verrez aussi tout à l'heure. D'ailleurs, on peut le voir même sur la gravure. François Gigot de la Péronie, qui était le président, s'est fait représenter. Donc, c'était vraiment une très vieille famille de très grande noblesse de France. Et vous voyez, il est en habit noble et surtout, il a un livre sur sa main droite. Et donc, il avait conscience d'amener à l'humanité un savoir et de le transmettre. Donc c'était tout à fait remarquable. Ça, c'est le livre d'Ambroise Paré. Voilà, ça c'est un ouvrage alors qui n'est pas une édition originale, hein, puisque Ambroise Paré, vous savez, c'est le XVIe siècle. C'est un ouvrage qui a été fait 60 ans après, mais qui est très beau et qui retrace tous les travaux d'Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'est un chirurgien, c'est le chirurgien mondial, il était reconnu partout, c'était tout à fait remarquable. Bien pouvoir le montrer sur la caméra, comme ça tout le monde peut les voir. Et donc, voilà, ça fait partie des pièces qui sont, et puis surtout un homme qui est tout à fait. Vous avez aussi une très belle peinture qui est probablement d'époque, on n'a pas encore la certitude, mais en entrant d'Ambroise Paré. Vous pourrez Et ça, regarder. c'est la merveille, la dernière acquisition d'un Voilà. ouvrage rare par notre bibliothécaire. Oui. Donc ça, en fait, ça correspond au final au Vidal. Alors, vous connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas le monde, mais c'était vraiment la Bible du médicament, des soins, des plantes. Donc c'est le Mattioli, donc Mattiol qui était un médecin, un botaniste italien, qui a eu un succès immense parce qu'il a publié cet ouvrage en latin qui recensait tous les éléments. Vraiment au niveau des plantes, en détaillant, il a même décrit, il y a 5 plantes qui n'étaient pas connues, qui ont été décrites par son travail. Et donc, c'était vraiment la Bible de la médecine de l'époque. Et cet ouvrage est particulièrement remarquable parce que c'est probablement la toute première édition, on l'a fait expertiser. Alors, il est en mauvais état parce qu'on vient de l'acheter, qu'on ne l'a pas encore restauré. Voilà. Il date de 1564. Donc, la première édition est de 1543 et c'était en latin, mais là, c'est en français, hein. Donc, c'est la première édition en français, et donc qui est tout à fait intéressant. Donc, tous ces ouvrages étaient bien sûr dans l'Académie historique. Alors, malheureusement, celui-ci, il avait disparu, mais on a pu le revoir. Qu'est-ce que vous aviez des petites questions particulières ou ouais. Ou Philippe, tu voulais dire un mot sur la pratique? Oui, j'aimerais bien que Philippe vous parle, parce que l'Académie se préoccupe beaucoup de problèmes fondamentaux de la médecine, euh, c'est-à-dire la durée de vie. On parle tous de l'assistance à la mort, hein, comment peut-on éventuellement raccourcir la vie de ceux qui le souhaitent partir, etc. Ben voilà, donc c'est des sujets de réflexion. Il y a une commission éthique qui fonctionne au sein de l'Académie de chirurgie, et Philippe est un peu un animateur de ces problématiques. Tu es très gentil, mais nous n'avons pas le temps là, ni enfin, on n'a rien préparé pour parler de fin de vie. C'est très compliqué. Chacun est concerné, chacun a son point de vue. Bon, voilà. Par contre, en matière d'éthique, ce qu'on peut dire, c'est, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir un homme ou une femme à la rencontre d'un autre homme ou d'une autre femme
qui a besoin des services et du savoir de la première personne. C'est-à-dire, cet échange doit être mené au mieux, dans les meilleures conditions possibles de relationnel, de façon à choisir, à bien faire le diagnostic et bien choisir le traitement et les modalités du traitement. Et la confiance est fondamentale, c'est le mot essentiel de la relation médecin-malade. Euh, S'il n'y a pas de confiance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on n'aura pas les résultats escomptés. Il faut d'abord que celui qui se fait soigner soit convaincu de du savoir, du savoir-être et du savoir-faire de la personne qu'il a choisie ou qu'on lui a indiqué ou qu'il a rencontré par hasard à la suite d'un accident pour se faire soigner. Question? Non, vous savez, vous êtes tous d'accord avec ça. Très bien. Ben, je vous invite peut-être, nous allons. C'est vrai qu'il commence à faire chaud en plus, comme on est nombreux dans la. Donc, on va vous inviter à faire la visite. Alors, j'espère que la pluie s'est arrêtée. Voilà. Donc, on va emmener un petit peu. Alors, faites attention, c'est un peu dangereux. Il y a pas mal de voitures. On va remonter dans l'école, dans la rue de l'école de médecine. Peut-être que je vous attends devant le réfectoire des Cordeliers. C'est le plus simple, comme ça. Je donne un petit mot.